Et c'est l'invité politique dans La Politique c'est clair, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour et bienvenue. Vous êtes présidente de France Terre d'Asile et vous êtes ancienne ministre de l'Éducation nationale et des droits des femmes. Le thème cette année de cette journée du 8 mars, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Est-ce que le principal problème, c'est le stéréotype de genre, vous diriez? Excusez-moi, vous bougez le siège. Mon siège, donc je descends au fur et à mesure. Est-ce que le principal problème... C'est le problème de stéréotypes, de genre finalement, entre les hommes et les femmes, entre les enfants, garçons et filles, qui fait qu'il y a ces inégalités dès le plus jeune âge? Alors oui, je dirais que c'est le sujet le plus sérieux à traiter, mais il faut bien le définir pour éviter justement toute la fantasmagorie qui entoure ce que certains appelleraient la fluidité des genres. Ouais. Ce qu'on entend par traiter le sujet des stéréotypes, c'est la chose suivante, c'est que, vous l'avez vu avec vos invités précédents, les inégalités, elles sont toujours là dans le monde du travail. Quand on regarde les pensions de retraite des femmes, quand on regarde qui est victime de violences conjugales ou intrafamiliales, on voit bien que les femmes sont quand même victimes d'un système déséquilibré, inégalitaire. Et en fait, le sujet, c'est que il faut venir réparer chacune de ces problématiques, ok, mais on peut pas être uniquement dans la réparation. Il faut quand même, à un moment donné, prévenir la formation des inégalités entre les femmes et les hommes. Et ça se prévient dès le plus jeune âge, en instaurant un rapport plus égalitaire et non hiérarchique entre les filles et les garçons. Et pour ce faire, il faut sortir d'un certain nombre de carcans qu'on a tous intériorisés sur ce que doit être le rôle des filles, ce que doit être le rôle des garçons, la complémentarité de tout cela, qui parfois va jusqu'à justifier qu'on les traite inégalitairement. Mmh. Et c'est ça qu'on appelle... Ça passe par l'école, ça passe par l'éducation familiale, partout, parce que en fait, qu'est-ce qui fait qu'un enfant va peu à peu s'imprégner de ces carcans plutôt que de... Moi, j'aime bien utiliser le mot carcan parce que c'est plus clair, en fait. On est un peu empêché dans un carcan. Ça vaut pour les filles comme pour les garçons. C'est-à-dire que les filles vont finir par se dire le sport ou les sciences, c'est pas pour moi. C'est ça, le carcan. Les garçons vont finir par se dire les lettres, les études littéraires ou alors la danse, c'est pas pour moi. Voilà ce type de carcan, de stéréotype de genre qui empêche les individus finalement d'être ce à quoi ils aspirent. Donc ça, c'est dès le plus jeune âge, en fonction évidemment des messages qui leur sont envoyés dans la famille, à l'école, mais aussi dans la culture, c'est-à-dire les médias, le cinéma. Donc c'est tout ça qu'il faut interroger pour avoir un message qui soit plus moteur pour les individus, qui leur disent « Soyez ce que vous voulez être. Vous avez la capacité, la possibilité d'être ce que vous voulez être. » Alors ça se retrouve effectivement après. Vous dites les filles font peut-être moins de maths et effectivement, il y a peut-être moins d'ingénieurs que d'infirmières ou de professeurs. Et donc, ça se vérifie aussi dans les salaires. Après, et ces inégalités salariales, un rapport de l'INSEE nous dit qu'elles sont encore criantes. Alors, à temps de travail égal, il y a 14% d'écart. Mais dans les entreprises privées, on se rend compte qu'il y a 22-23% d'écart entre les hommes et les femmes. C'est toujours acceptable, ça? C'est aux entreprises de le faire ou c'est un manque de volonté politique? Alors, déjà... ça rejoint votre première question. Je m'explique. En fait, les 22% d'écart moyen de rémunération entre hommes et femmes, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas dus à des employeurs qui, à compétences et à travail égal, décideraient de payer moins des femmes que des hommes. En fait, ils sont d'abord et avant tout dus au fait que les femmes n'exercent pas les mêmes métiers que les hommes. En fait, on les retrouve dans des filières très féminisées qui sont plus mal payées, tout simplement. Médico-sociales, par exemple. Enfin, on voit bien. Le soin. Et donc, en fait, le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de séparatisme sexué des métiers qu'on va trouver dès la fin des études, dès l'orientation des élèves, justement. Et ça a trait, justement, aux stéréotypes et aux carcans. Par exemple, les filles sont convaincues au bout d'un moment, parce qu'elles entendent ça autour d'elles dans la société, qu'il y a certains métiers qui ne sont pas faits pour elles parce qu'ils ne seront pas conciliables avec le fait d'être mère, tout simplement. Et donc, quel est le message qu'on a pu leur envoyer pour les convaincre de ça et donc, du coup, les pousser à s'auto-limiter? Donc, il faut absolument que toute notre société se mobilise pour, au contraire, valoriser la science auprès des filles. Au moment de l'âge de l'orientation, les élèves dans notre pays sont poussés à décider de leur orientation à un âge adolescent où
pour le dire simplement, et j'ai des enfants de cet âge-là, hein, c'est pas du tout dénigrant, leur cerveau n'est pas encore complètement terminé, il est en construction, et donc du coup, à cet âge très complexe, ils ont tendance à se sentir rassurés d'appartenir à un groupe du même genre qu'eux, dans lequel ils se reconnaissent, et donc ils vont faire des choix, j'allais dire, très rapides et pas matures du tout. Et donc, à cet âge-là de l'adolescence, on leur dit, choisissez un métier. Mais enfin, en fait, du coup, ils vont choisir les métiers qui paraissent les plus évidents pour les filles / pour les garçons. Et donc, il faut absolument qu'on lutte contre tous ces stéréotypes et qu'on soutienne, par exemple, tous les programmes qui attirent les filles vers la science, tous les programmes qui disent aux garçons c'est important le français, la littérature. Donc là, on est plus dans l'éducation. Est-ce que ça doit passer aussi par la loi ? Il y a eu Copé-Zimmermann, les 40% de femmes dans les conseils d'administration, la loi Rixain aussi pour les instances dirigeantes, les quotas, et en politique également, on voit qu'on n'y est pas encore tout à fait. Ça passe par la loi, il faut... a vraiment son rôle à jouer. D'abord parce que une fois qu'on règle un peu la mixité des métiers, ce que je viens de dire, en poussant les filles et les garçons à se diriger vers des choses plus vastes, on n'a pas tout fini de régler. La vérité, c'est que dans le parcours de travail, de carrière, les femmes, vous l'avez dit tout à l'heure, sont interrompues au moment de l'arrivée des enfants, notamment par des congés parentaux plus ou moins longs, qu'elles sont, pour l'essentiel du temps, les seules à prendre. Et ça, évidemment qu'un meilleur partage du congé parental entre parents s'impose, et ça, la loi a son rôle à jouer là-dessus. Il va y avoir d'ailleurs ce congé de naissance, 4 mois pour le père, pour la mère. Ça, c'est une bonne chose ? Vous pensez que ça va véritablement, peut-être pas révolutionner, mais changer les mentalités ? Je pense, parce que si vous vous en souvenez bien, il y a 10 ans, j'avais introduit dans la loi un meilleur partage du congé parental, et donc du coup, j'ai vu aussi les résistances et la difficulté d'une société à voir l'État, les pouvoirs publics s'immiscer dans sa vie privée, dans son organisation personnelle, et le fait que tout ça bute contre les inégalités salariales, précisément. C'est-à-dire que quand dans un couple, les femmes sont celles qui gagnent le moins, eh bien, à la fin, elles vous disent c'est pas pertinent économiquement que mon mari qui gagne plus s'arrête de travailler pendant longtemps. Bon, donc il y a évidemment la question des salaires aussi qui doit être réglée en parallèle. En fait, tout se tient. Mais oui, je pense que c'est le sens du progrès que de mieux partager ce congé parental, de faire en sorte que les femmes soient moins longtemps éloignées du marché du travail, parce que en fait, sinon, elles passent à côté des primes, des progressions de carrière, et puis après, très vite, on arrive à ce fameux plafond de verre des responsabilités que vous évoquez. Et donc, le plafond de verre, comment est-ce qu'on le fait exploser ? Eh bien, en faisant en sorte que, dans la réalité de l'entreprise, les femmes, y compris lorsqu'elles s'arrêtent, ne soient jamais mises sur le bas-côté. Et c'est ça à quoi elles sont confrontées souvent quand elles reviennent de longs congés parentaux. Emmanuel Macron a fait de l'égalité homme-femme une grande cause nationale dès 2017. Alors, il y a eu un certain nombre de choses. Il y a eu la lutte contre les violences conjugales. Il y a eu l'index de l'égalité professionnelle. Il y a ce congé de naissance qui va voir le jour. Il y a le service public de la petite enfance. Voilà, il y a ces avancées-là. Est-ce que ça vous semble suffisant ? C'est jamais assez, mais est-ce que c'est notable en tout cas ? Non, honnêtement, non. Moi, je suis une grande déçue, non pas que j'avais de grandes espérances non plus, mais bon, je suis une grande déçue de ce qui s'est passé en matière d'égalité femmes-hommes depuis maintenant 7-8 ans. Je trouve qu'on est vraiment passé à côté, qu'on a raté le rendez-vous, parce que on a quand même vécu une période dans laquelle il y a eu MeToo déjà, donc une espèce d'énorme prise de conscience pour ceux qui en doutaient du caractère massif des violences sexuelles, hein, c'était ça MeToo, qui aurait dû conduire à une mobilisation branle-bas de combat de tous les pouvoirs publics, à des vrais efforts budgétaires et financiers sur la question, et notamment, vous vous souvenez, il y avait eu le Grenelle des violences pour construire beaucoup plus d'hébergements d'accueil de femmes victimes de violences, notamment pour construire des tribunaux spécialisés qui permettent d'aller beaucoup plus vite sur ces choses-là. Bon, ça n'a pas été fait. Donc, soyons honnêtes un instant. Il y a eu beaucoup de discours très, très plates. Et les moyens n'ont pas toujours été mis en face. Et je regrette sincèrement. Et surtout, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est quand même entré dans une ère du grand backlash, c'est-à-dire d'un grand retour en arrière avec une espèce de violence de la part des résistants à l'égalité femmes-hommes
qui se manifeste un peu partout à travers le monde. On le voit bien, évidemment, l'exemple phare en ce moment, c'est ce qui se passe aux États-Unis, Trump et cette espèce de virilisme qui l'accompagne avec, pour moi, ce qui symbolise le plus ce virilisme, c'est les propos de l'influenceur Andrew Tate, qui est vraiment l'un des meilleurs amis de Donald Trump et qui, le lendemain de l'élection de ce dernier, a posté une vidéo en disant « Vous avez compris, les femmes, maintenant, c'est pas mon corps, mon choix, c'est votre corps, mon choix. » Donc, en fait, cette espèce de masculinisme exacerbé et violentissime qui se manifeste un peu partout, c'est ce que j'appelle le backlash. Je trouve que les pouvoirs publics, y compris en France, ne sont pas du tout à la hauteur pour en protéger les activistes féministes, ceux qui se battent pour l'égalité femmes-hommes. Sauf qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation en France. On le ressent ici aussi. L'IVG dans la Constitution, par exemple, c'est des choses symboliques, fortes. Ça, c'était une bonne chose dont on a été fiers, même si vous avez suivi la comparaison avec aussi. Les États-Unis est aussi assez criante. Quoi. Oui, bien sûr. Mais par exemple, c'est quand même assez intéressant, cette histoire d'IVG dans la Constitution. C'est une bonne chose, mais enfin, ça n'est pas le droit à l'IVG qui a été inscrit dans la Constitution. C'est la liberté de procéder à une IVG. C'est très différent parce que ça veut dire que, par exemple, si demain, les pouvoirs publics font en sorte que géographiquement, vous n'ayez pas la possibilité de vous faire avorter en temps utile, eh bien, il n'y aura pas eu il y a pas de droit violation du droit parce que, en fait, ça n'était pas le droit qui était garanti, c'était juste la liberté d'y recourir. Donc, en fait, moi, ce que je demande aujourd'hui, je vais vous dire, je pense qu'on devrait passer à une étape supplémentaire, supérieure, parce qu'en fait, en matière de droits des femmes, quand on n'avance pas, on régresse. Donc, c'est ça mon message principal. Je pense qu'on devrait inscrire dans la Constitution le fait que la loi garantit l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça a été le débat, d'ailleurs, sur cette garantie ou pas, et ça a été tranché. S'agissant de l'IVG, sauf qu'il n'y avait pas de majorité pour... Oui, alors il n'y avait pas de majorité. On a transformé, encore une fois, le droit en liberté. Bon, donc... À la fois, c'est une avancée intéressante et dont on est fier à l'échelle internationale, l'IVG dans la Constitution, mais c'est pas suffisant, il faudra y revenir. Et je pense que si on veut se donner un projet, en tout cas, encore une fois, pour les pouvoirs publics ambitieux, on devrait reprendre ce travail constitutionnel, évidemment faire en sorte que ce droit à l'IVG soit inscrit au lieu de la simple liberté, mais aller plus loin et inscrire complètement le fait que la loi garantit l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est la loi favorise l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas la même chose de dire favorise ou garantit. Garantie, ça veut dire que le législateur, les pouvoirs publics doivent prendre acte des discriminations, des déséquilibres, des inégalités structurelles de notre société et y apporter des solutions et ne pas se contenter de dire les femmes et les hommes sont égaux devant la loi. Non, les femmes et les hommes sont égaux par la loi. La loi doit en faire des égaux. Elle ne peut pas se contenter de les constater, elle doit en faire des égaux. Et ça veut dire que dans tous les domaines, celui de la santé que vous évoquiez tout à l'heure, celui de l'éducation, en agriculture, dans tous les domaines en fait de la vie sociale, on va prendre le temps de regarder qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que l'égalité se réalise vraiment entre les deux sexes et on va y remédier. Voilà ce que changerait l'inscription dans la Constitution de cette phrase « La loi garantit l'égalité entre les femmes et les hommes ». Merci Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes ancienne ministre de l'Éducation nationale et des droits des femmes. Merci de nous avoir éclairés en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.